Je sais pas si vous le savez, mais le temps d'une bière est enregistré à Gatineau dans l'Outaouais. Et l'Outaouais, on n'en parle pas assez. C'est une petite perle cachée à l'échelle du Québec. On a bien des forêts, bien des ruisseaux, bien des lacs, bien des rivières, bien des chalets, bien du bon monde et surtout de la bonne bière. Aujourd'hui, j'ai invité Brandon Bolduc d'Aventure Outaouais pour en parler. Vous écoutez Le temps d'une bière, un balado original sur la bière, sur son histoire, sur la culture, sur l'économie, sur les drogues et surtout sur des gens de bien à travers le temps et à travers les continents. C'est le temps d'une bière avec P.O. La 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 la. C'est le temps d'une bière avec P.O. La 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 la. Donc aujourd'hui, on parle de la bière, mais aussi grosso modo de la culture, de l'histoire et de la géographie de cette belle région qu'on nomme l'Outaouais, qui est, je l'avoue, méconnue à l'échelle du Québec. J'invite un expert en la matière, Brandon Bolduc, qui est le propriétaire de la compagnie Aventure Outaouais. Brandon, c'est quoi Aventure Outaouais? Mais d'abord, bonjour Pierre-Olivier. Moi aussi, je suis content de te voir. De te revoir, en fait, on se croise toujours. Aventure Outaouais, avant tout, c'est une entreprise de tour guidé. Écoutez, c'est toujours drôle, je dis toujours Aventure Outaouais, ça pourrait être une entreprise à but non lucratif, ça devrait peut-être l'être. C'est pas parce que je gère pas bien mon entreprise, mais c'est parce que notre mission, avant tout, c'est de faire découvrir l'authentique Outaouais des gens. En fait, on offre une formule vraiment tout inclus, clé en main, pour permettre aux gens de vraiment découvrir l'Outaouais à travers 20 différents tours au courant de l'année. Donc, nous, on sillonne l'Outaouais. Été, automne, hiver, puis on fait juste découvrir des petits joyaux partout en Outaouais à des gens d'ici, des gens de l'Ontario, mais aussi des gens de l'international. On dit souvent que tout est dans tout, mais la réalité, c'est que Brandon Bolduc est partout dans l'Outaouais. Je me fais toujours décrire comme étant Monsieur Outaouais. Puis je ris toujours à cette blague-là, mais en fait, ça colle, puis écoute, je l'accepte. Donc, merci. Mais dans ce cas-là, toi, t'es un gars d'ici, hein? T'es un gars Moi, je suis un d'Outaouais. gars d'Elmer. Ok. J'ai vécu 30 ans à Elmer. J'ai été élevé à Elmer, qui est devenu Gatineau en 2002, avec la fusion municipale. D'ailleurs, qu'Elmer a des ressentiments un peu négatifs par rapport à ça. Mais bref, c'est pas grave. Mais après ça, j'habite maintenant à Buckingham, donc j'ai toujours habité à Gatineau. Je suis un gars d'ici, mais je suis un gars aussi de l'Outaouais, des chalets, des parcours de l'Outaouais. Donc, je connais très, très bien. Je trouve ça très drôle parce que moi, je viens de la ville de Québec. La plupart des gens que je connais, ils viennent d'autres endroits. Alors, on est vraiment sur deux sphères opposées. Et pourtant, on se rejoint pour le temps d'une bière pour parler d'une région que tu aimes bien puis que j'apprends à connaître, mais que j'avoue ne pas connaître vraiment beaucoup, même si ça fait une dizaine d'années que je suis ici. Fait que je vais te poser la question suivante. Qu'est-ce qui fait que toi, tu aimes tellement l'Outaouais? Outre le fait que c'est ma région natale, moi, je Outre ça. outre cet élément-là. D'ailleurs, qu'est-ce que tu viens de dire est vraiment intéressant parce qu'en fait, c'est assez rare des gens qui viennent de Gatineau, sont nés à Gatineau puis habitent encore à Gatineau. Toujours, Gatineau, c'est un melting pot de beaucoup de gens. Beaucoup de gens viennent pour l'armée, pour travailler pour le fédéral. Donc, bref, c'est toujours cet élément-là. Mais moi, l'Outaouais, c'est à cœur depuis très longtemps, en fait. J'étais avant étudiant au doctorat en sciences politiques à l'Université d'Ottawa et j'ai travaillé pour des chaires de recherche pour l'ODO, qui est l'Observatoire de développement de l'Outaouais. Des sujets d'économie, de politique, de développement local. Toi, tu t'en allais faire un doctorat non, là-dedans. je le faisais. OK, Je OK. le faisais. T'avais commencé. Oui, j'étais troisième année au doctorat en sciences politiques à l'Université d'Ottawa. Donc, j'ai étudié les enjeux et écoute, moi, j'étais assez tanné de l'étudier. Je voulais enfin participer dans le développement local. À travers la pandémie, ça a été une mauvaise chose pour beaucoup de gens. Pour moi, je ne peux pas le cacher, ça a été vraiment un cadeau pour moi. Ça m'a permis d'avoir du temps libre pour parcourir l'Outaouais, pour découvrir. Je me suis mis justement à commencer à filmer, à faire de la photographie par passion. J'ai commencé un compte Instagram qui s'appelle Brandon The Go. Puis je me suis donné pour le défi, à chaque semaine, j'allais faire une vidéo YouTube par semaine sur une activité ou sur une destination en Outaouais. Et pendant 2 ans de temps, j'ai filmé plus de 80 vidéos pour présenter l'Outaouais à des gens. Puis mon défi, c'était vraiment d'aller dans les coins perdus. J'ai mis 100 000 km sur mon petit Kia Rio à l'époque, juste à parcourir tous les chemins de l'Outaouais. Je peux te dire, là, j'ai été à des municipalités où tu croirais qu'il n'y aurait rien à faire là, mais je peux t'assurer, il y a toujours un petit joyau caché. J'ai été dans des bars, rencontrer des locaux pour parler. C'est où la chute? Ah ben oui, ça, il faut le faire. Il faut le faire, parce que c'est comme ça qu'on trouve la caverne Tu veux découvrir cachée. l'Outaouais, tu veux découvrir une caverne cachée, tu t'en vas parler à Zach dans le fin fond de je sais pas quelle municipalité à 2 heures de Puis route. Zach connaît beaucoup, beaucoup de choses. Donc, bref, cette passion-là, c'est développé, c'est métamorphosé. Avec la pandémie, j'ai eu encore plus de temps. Puis, évidemment que la pandémie, l'enseignement, ça, c'était un peu difficile
inutile. J'ai perdu un peu ma passion pour le côté académie et je me suis dit, mais pourquoi pas, je vais me lancer dans une entreprise de développement pour promouvoir l'Outaouais. Puis ça a tout commencé, je m'en vais dans un tangible, mais ça a commencé une journée, j'étais dans un vignoble. C'est ça qui est arrivé. Ton affaire, ça a commencé sur une tangente. Tu allais prendre une marche dans le bois, puis tu avais ton appareil photo, tu te dis, moi, je fonde une compagnie. Ben écoutez, j'étais en train de faire une vidéo sur la route des vins du Pontiac, qui s'appelle le Tap and Cork Route en anglais. Okay. Puis je faisais ça pour la MRC de Pontiac. Tout d'un coup, je suis assis, je découvre mon premier vignoble ever. Je savais même pas qu'il y avait des vignobles en Outaouais, comme tout le monde d'ailleurs, apparemment. Probablement 99% de mes clients monde qui savent même pas. Exactement. Donc, je suis assis, je vois mon premier vignoble. D'ailleurs, j'ai même amené un ami français avec moi, mon ami Bertrand, pour avoir un spécialiste du vin. Je me dis, ben, pourquoi qui est mieux qu'un bon français pour découvrir le vin de l'Outaouais? Et j'arrive, écoute, vin très, très bon. Lieu impeccable, dans un environnement, écoute, enchanté. Et bref, je rencontre Maude, un des propriétaires du vignoble, puis tout d'un coup, on se parle. Puis elle m'explique que ça fait des années qu'ils veulent faire un route des vins dans l'Outaouais. Mais personne ne veut le faire. Et j'ai dit, that's it. C'était l'élément déclencheur. C'est ma chance. Cette soirée-là même, j'ai été réservé aventureoutaouais.ca. J'ai réservé ses réseaux sociaux Facebook. Et depuis ce temps-là, écoute, ça a été vraiment un cadeau pour moi de présenter à plus de 10 000 personnes par année l'Outaouais. C'est une région qui est incroyable. Et d'ailleurs, on va en parler aujourd'hui. Parlons-en, oui. D'ailleurs, nécessairement, ça implique de faire un peu une visite de vos tours, ou plutôt de voir ça à travers les différentes routes que vous avez construites, mais il y a quelque chose que tu m'as dit un petit peu plus tôt sur lequel il faut absolument que je rebondisse. Tu me dis, tu as fait une centaine de milliers de kilomètres à explorer les endroits les plus improbables au monde. Moi, je veux savoir, ça a été quoi ton expérience la plus loufoque? Tu sais, quand tu te dis, moi, je pars à l'aventure, je sais pas ce qui va arriver, je m'en vais parler à Zach dans un bar au milieu de nulle part, puis je trouve une activité intéressante. C'est quoi ton meilleur exemple? Tu sais, pour que les gens se fassent vraiment surprendre à la maison. Écoute, j'en ai vraiment, là, j'en ai tellement de bels exemples de rencontres. Je te dirais, avant tout, l'Outaouais, c'est surtout une région de rencontres. Le nombre de fois que j'ai rencontré telle personne qui me présente à une autre personne, que finalement, je me retrouve à faire un souper spaghetti chez eux, puis là, finalement, je dors chez son cousin. Oui, un grand rituel d'amitié, le souper spaghetti. Absolument. Mais je pense que, et encore aujourd'hui, j'ai ri, je pense que la journée la plus drôle, c'est j'étais en quête d'un lieu privilégié en Outaouais. C'est dans le Pontiac, ça s'appelle Fort William. Fort William, je te garantis, il y a peut-être 0 personne qui savent c'est où sur ce podcast. Et j'en fais partie! Exactement. Et puis c'est pas, écoute, je ne savais même pas c'était où il y a 3 ans. Fort William, c'est un ancien fort, justement, à l'époque. Et maintenant, c'est rendu un bar-resto sur une plage dans la municipalité de Shinborough, qui est environ 2 heures d'Ottawa-Gatineau. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est plus de 20-30 km de plage longeant la rivière des Outaouais. On sent qu'on est à Punta Cana, mais genre, il n'y a personne. Des bateaux qui atterrissent sur l'eau, sur la plage pour aller chercher une bière puis partir par la suite. Bref. Le Fort William, c'est quoi? C'est un vieux fort, une vieille forteresse? C'est un fort de commerce, en fait, à l'époque. Okay. Mais la raison pourquoi j'en ris, c'est parce qu'en fait, c'est en y allant. Moi, je suis toujours un gars qui dit, si jamais la destination qui est importante, c'est l'aventure. L'aventure Outaouais. Mais en chemin, on a passé vers une municipalité qui s'appelle Chichester. T'as sûrement jamais entendu parler de Chichester, j'imagine? Oui, le fameux Chichester, où est-ce qu'on joue aux échecs avec du chai indien? Quasiment. Mais à Chichester, avec seulement environ 300 personnes, ils ont un musée. Ils ont un musée à 1h30 de la ville, dans le milieu de nulle part. Et immédiatement, en parcourant la municipalité, et d'ailleurs que ça prend seulement environ 1 minute pour traverser le centre du village, on a vu un musée, puis tous les deux, mes amis, on se regarde, on se dit, il y a un musée à Chichester. Pourquoi? Il y a un musée à Chichester. On a fait ample recherche. On a dû aller vraiment parler à beaucoup de gens pour découvrir parce qu'il était toujours fermé. Et finalement, c'est un musée de woodlocks, donc des cadenas en bois, mais aussi des barrages en bois à l'époque pour justement les barrages hydroélectriques, etc. Ouais. Et j'ai dû appeler le propriétaire, faire ouvrir la porte pour y aller. Puis c'était vraiment intéressant, mais c'est juste, j'en ris encore aujourd'hui. Il y a un musée à Chichester que personne ne connaît et j'ai toujours eu le goût d'éventuellement apporter comme 1000 personnes à Chichester, tripler l'économie locale. Ouais. Tout le monde voit le musée, on va au casse. Quadrupler la population locale, ne serait-ce que pour le temps d'une bière. Pourquoi pas? Ben oui, ça se fait. Je pense que c'est ta prochaine aventure. Rappelle-moi, c'est où ça? À Chichester, c'est dans le Pontiac. C'est environ 1h30 d'Ottawa-Gatineau. Parlons-en du Pontiac. Dis-nous un peu, le Pontiac, c'est quoi? Ça se situe où dans le Québec?
Écoute, c'est une région de l'Outaouais. D'ailleurs, je dis toujours à mes clients, c'est comme c'est comme un groupe à part au Québec, un peu comme dans les cantons de l'Est. Son histoire date d'environ le milieu des années 1800, où il y aura justement un peuplement, une colonisation par, entre autres, des Anglais, des Écossais, des Irlandais. Comme d'ailleurs beaucoup de régions de l'Outaouais, ce n'est pas la seule, mais la façon de diviser les terres a vraiment maintenu cette division linguistique-là. D'ailleurs, on parlait d'une municipalité à l'autre, et vraiment, on va de Écossais à Irlandais à Français de Nouvelle-France. Et vraiment, c'est encore comme ça aujourd'hui. Ben, c'est ça que je trouvais vraiment intéressant, c'est que d'une municipalité, d'un petit village à un autre, c'était comme changer de drapeau, changer de pays, changer de langue, changer de religion. Et puis pourtant, tout ça est au Québec, c'était le même paysage, c'était fou. C'est, entre autres, la division des terres. Nous autres, au Québec, on a le système seigneurial. D'ailleurs, si on va dans la Petite Nation, c'est une seigneurie. Et d'ailleurs, la Petite Nation, c'est une région qui est très, très francophone, encore aujourd'hui très catholique. Même si, faut pas se cacher, il y a quand même des petits endroits encore écossais, irlandais. Pensons à Thurso, par exemple, ou Lochaber. Il y a encore des endroits comme ça. Mais le Pontiac, de par le fait que c'est un système de canton, la division des terres a été faite un peu par les gens eux-mêmes. Ils sont attribués les terres, et la façon qu'ils sont auto-attribués, ben souvent, ça suivait un peu les frontières familiales et aussi linguistiques. J'aime bien dire à mes tours, et c'est un peu à la blague, mais c'est un peu la réalité, il y avait quand même des règles de base. On ne donnait pas des terres à des francophones, on ne donnait pas des terres à des Irlandais, à des Écossais. Si on était Irlandais, on ne donnait pas des terres à des Écossais. Donc, bref, on gardait ça dans la famille, dans le fond. Dans la famille, et encore aujourd'hui, je vous dis, allez à Bristol, par exemple, je peux nommer au moins 15 fermes qui sont Graham. On va à Charleville, on va voir des Judds. Donc, bref. C'est comme les Rio dans le Bas-Saint-Laurent. C'est un peu ça. Ou les Bolducs dans la Beauce, ça, par rapport à ça. Ah oui, c'est vrai, vous êtes des gens de Beauce, vous. On est beaucoup à Beauce. Oui. Donc, aller voir une réunion de famille des Bolducs, c'est quasiment la municipalité au complet. Hein. Donc, mais le Pontiac, ça suit encore aujourd'hui ses lignes, ses divisions. Mais il ne faut pas les voir comme dans des divisions non amicales. Les gens, il y a l'entraide est très là, le sentiment de famille est encore là. Je te dis, les gens dans le Pontiac, il y a vraiment une ouverture incroyable qu'on ressent pas vraiment encore très, fréquent au Canada encore. C'est vraiment, la porte est toujours ouverte, les gens sont toujours là pour vous parler, vous accueillir. Mais bref, son histoire date un peu de ça. Puis pourquoi Irlandais-Écossais? Ben, c'est surtout après la guerre de 1812, les loyalistes. On a aussi la fin de la construction du canal Rideau. Donc bref, on va se trouver en situation où on a plein de terres disponibles, on a des gens qui cherchent des terres, et voilà, tout s'est mis à la bonne place au bon moment pour que le gouvernement en attribue justement à des francophones. Et encore aujourd'hui, le Pontiac est encore très distinct au Québec. C'est encore une région qui est majoritairement anglophone, majoritairement protestant. D'ailleurs, si on va aujourd'hui trouver des églises, essayer de trouver des églises catholiques, il n'y en a pas tant comparativement des églises plus protestants ou anglicans. Mais c'est une région qui est méconnue aussi. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont. D'ailleurs, Scott Judd, qui est le copropriétaire du vignoble Le Petit Charret Rouge à Chaville, il me faisait toujours rire parce qu'il disait il n'y a même pas 5 ans, le Pontiac se trouvait même pas sur la carte touristique de l'Outaouais. Ouais. Oui, ces gens-là se battent depuis très longtemps, ils se battent pour être vus. Mais pourtant, il y a tellement de choses à faire dans le Pontiac. Le Pontiac va commencer à devoir te donner de l'argent. J'attends. Non, mais pour de vrai, le Pontiac, écoute, évidemment, le monde agricole, c'est très important. L'agrotourisme est en pleine effervescence dans le Pontiac. On a des fermes bio, on a des vignobles, des microbrasseries. D'ailleurs, 2 microbrasseries fantastiques dans le Pontiac. On a un chemin qui est très, très bon, entre autres, pour le VR ou le van life. Une chute très, très haute qui est le chute de Coulonges, des rivières, des lacs, bref. C'est un endroit très, très, très privilégié pour aller visiter en Outaouais, même s'il est moins connu. Et aussi, on sent un peu dépaysé. Je ne sais pas si tu as remarqué quand tu es venu faire le tour de vignoble. Ouais. Même si c'est vrai qu'on sent comme on est au Québec, on sent comme on est au Canada, mais quand on arrive aux arrêts, puis tout d'un coup, l'anglais sort et des fois un petit accent qui sort aussi on sent un peu dépaysé. Je me rappelle toujours la première fois, je suis allé au Coronation Hall Cider Mills, qui est une cidrerie à Bristol, et je me suis fait parler par la caissière en disant « Okidoki, sir ». Et j'ai dit « Ah, ça, c'est une expression que j'ai jamais entendu quelqu'un me dire. Tiens, on est ailleurs. Pour le fun. Ah oui, c'est le moment. J'ai dit, OK.
On n'est plus en Outaouais autant nécessairement. Mais c'est ça qui est le fun de l'Outaouais, c'est son côté épicé. C'est le vivre ensemble. Ouais. Je pense qu'on est vraiment un microcosme en Outaouais de qu'est-ce qu'est le Canada d'une certaine façon. On a des Irlandais écossais qui côtoient des francophones. On a Elmer qui est très anglophone. On a Buckingham qui est très francophone dans une même municipalité. Ça, c'est vraiment particulier parce que ça a bien beau être proche de la capitale du pays, puis pourtant, on est loin. 2 heures autour d'Ottawa, tu trouves pas grand-chose du côté québécois. Même du côté ontarien, c'est la capitale nationale, puis pourtant, c'est peu peuplé. La ville d'Ottawa, c'est pas gros. C'est un gros village. Ouais. Gatineau, c'est pas grand non plus. Il y a à peine un centre-ville. Puis je l'aime, ce centre-ville-là qui existe à peine. Je l'aime, la rue Laval, avec ses 4 restaurants, puis avec toute sa personnalité, puis en particulier le Troquet, que j'aime donc, qui est une belle institution pour aller troquer entre amis. Mais c'est tout petit. Et quand tu mets ça sur la carte de l'Outaouais, ben, tu réalises qu'il faut aller parler à Zach dans sa caverne. Je veux savoir, il est caché où le trésor? Je sais que son grand-oncle l'a enterré quand il a fui les États-Unis pour avoir tué 2 hommes dans le sud du Vermont. Je la connais, cette histoire-là. C'est très normal. La police veut pas que j'en parle. Mais c'est très normal, hein, parce que... c'est vrai en passant. Mais c'est très normal parce qu'en fait, tu sais, moi, la raison pourquoi j'ai créé Aventure Outaouais, et d'ailleurs, pourquoi j'ai créé Brain on the Go avant, c'était justement parce que l'Outaouais est méconnu, mais c'est pas parce que les gens ne mettent pas d'efforts. L'information est difficile d'avoir accès. En anglais et en français, il faut se dire, hein, on est quand même une région qui, oui, on est au Québec, c'est français, mais on a beaucoup de touristes qui viennent de l'Ontario, d'Ottawa, c'est ça notre bassin de tourisme. Et puis ça fait longtemps aussi qu'il y a des touristes anglais, et quand je dis anglais, je veux vraiment dire canadiens puis américains qui viennent ici. Oui. Parce que... en fait, il faut comprendre, le tourisme en Outaouais, c'est pas nouveau. Comme tu l'as bien dit, ça date en fait de même avant le 20e siècle, parce qu'avant, ça a commencé par les camps de chasse dans la vallée de la Gatineau. En fait, c'était une industrie assez profitable, entre autres, avec les Américains qui venaient ici pour faire la chasse. Et plus tard, l'industrie, je pense que j'adore le plus en parler, c'est entre autres l'industrie des steamers, des bateaux à vapeur. T'es un gars de steamer, toi. Moi, j'étais un gars de steamer. Je te regarde, là, ton visage se remplit de joie. J'aime mes hot dog steamer, j'aime mes bateaux steamer. Mais bref, les bateaux à vapeur, en fait, comme tu l'as bien dit, c'était une industrie absolument formidable au tournant du 20e siècle, en fait, même fin 19e siècle, parce qu'en fait, le premier bateau à vapeur va être en 1832 avec la Lady Colburn à Elmer. Pourquoi toute cette industrie-là? Parce qu'on a un tourisme d'élite. Il ne faut pas dire c'est pas un tourisme de masse comme aujourd'hui, ça n'existe pas à l'époque. C'était pas non plus... C'est ça, c'était pas mesdames et messieurs qui pouvaient l'avoir. D'ailleurs, on lit maintenant des livres des anciennes allumetières qui parlaient à quel point leur rêve, c'était d'aller dans le Pontiac, leur rêve d'aller à Queen's Park à Elmer, mais à 15 cents de jour, on ne pouvait pas y aller vraiment. L'argent était vraiment pour survivre. Mais c'est un élite de touristes, un touriste d'élite, excuse-moi, qui vient de Montréal, vient de Kingston. Ils arrivent ici dans la région et ils arrivent à Elmer. Pourquoi Elmer? Parce qu'il y a des rapides le long du rapide des Chênes, qui est le lac des Chênes entre Ottawa et Gatineau pour situer les gens. Et aussi des rapides près d'Ottawa. Par conséquent, les bateaux à vapeur devaient partir d'Elmer pour remonter la rivière du Outaouais. Et puisqu'il y avait des rapides, des chutes, parlons entre autres des chutes des chats, regarde pas sur Google, tu le trouveras pas, c'est maintenant un barrage hydroélectrique, mais à l'époque, il y avait des chutes et des rapides tout au long de la rivière du Outaouais. Et par conséquent, le bateau à vapeur devait arrêter à ces endroits-là. Et finalement, les gens séjournaient, repartaient le matin à un autre bateau à vapeur qui remontait encore la rivière. Et ça allait jusqu'à Pembroke, jusqu'à Portage-Fort. Et des villages vont naître comme Bristol, Norway Bay. Des villages qui sont encore aujourd'hui, j'aime bien dire, restés un peu pris dans le temps. Parlons d'ailleurs de Bristol, c'est un très bel exemple de ça. Le Pine Lodge Resort, c'est un de ces grands resorts qui va d'ailleurs naître de cette belle industrie touristique. Créé en 1920, qui est d'ailleurs encore ouvert aujourd'hui, il est un peu hanté en passant. Ça, j'aime ça, les fantômes. C'est très Moi, hanté. avec ma mémoire coupable. Oui, mais bref, c'est ça. Donc les gens, ils séjournaient dans ces hôtels-là, comme j'aime bien dire, ils ont probablement produit ou même laissé derrière des enfants. C'était la belle époque du Pontiac. Et d'ailleurs, le Pontiac va se développer à travers cette industrie-là. OK, oui, hein? Ça s'est passé des choses. Oui, j'en doute pas, j'en ai jamais douté. D'ailleurs, je dis toujours, les gens de l'Ontario, il y en a beaucoup qui ont leur héritage dans le Pontiac. Soit ils ont eu des chalets quand ils étaient jeunes, soit leurs grands-parents viennent du Pontiac. Tout le monde vient du Pontiac. Tous les chemins mènent au Pontiac. C'est comme Montréal puis son podcast.
Il y a quelqu'un qui sait de quoi je parle. Mais d'ailleurs, le Pontiac, un très bel exemple de à quel point il y avait des gens à l'époque. Il y a 14 fois plus de pierres tombales aujourd'hui qu'il y a de personnes qui habitent dans le Pontiac. Oui. C'est un peu. Donc, comme tu l'as dit, il y avait aussi le train et le chemin de fer. Le chemin de fer était avant tout pour le transport de ressources de bois, mais oui, il y avait quelques wagons qui étaient pour les personnes. D'ailleurs, certaines municipalités vont naître de ça, dont Charleville, par exemple, qui était en fait une municipalité un peu drôle. C'est une municipalité à l'intérieur d'une municipalité. D'ailleurs, si vous regardez sur une carte géographique, vous allez voir Clarendon, la municipalité de Clarendon, en fait, entoure complètement Charleville. Et d'ailleurs, si vous y conduisez, ça prend environ 2 minutes de traverser Charleville. C'est une enclave. C'est une ville qui se fait assiéger par une autre. Qui va la défendre? Eux-mêmes. D'ailleurs, il y a une raison pourquoi il n'y a pas eu de fusion municipale dans le Pontiac, c'est parce qu'ils sont très fiers de leur héritage. Mais en fait, c'est encore, ça vient de toute cette époque-là à l'époque. Malheureusement, cette industrie touristique-là va pas mal mourir dans les années 1960. Il faut penser qu'aux années 1960, les tendances changent. La musique change, les goûts changent, le mode de vie change aussi. La voiture est rendue démocratisée. Par conséquent, on construit la 148 qui va remplacer l'ancien chemin d'Elmer qui d'ailleurs existe encore aujourd'hui. D'ailleurs, si vous continuez dans le Pontiac, vous allez voir des morcellements du chemin d'Elmer. Mais les jeunes vont quitter le côté rural pour être dans la ville. L'économie va changer aussi et par conséquent, le Pontiac va connaître un déclin complet, en fait, à partir des années 1960. C'est le grand phénomène des campagnes qui se vident. Mais là, tout ça, c'est dans le Pontiac. Et ce que je me rappelle soudainement, c'est que pour bien des gens qui ont visité l'Outaouais à un moment donné dans leur jeunesse, l'Outaouais, c'est Ottawa, Gatineau, puis le parc de la Gatineau. Le parc de la Gatineau, c'est grand. Puis c'est pas juste une grande structure avec des vallées et des forêts. Qu'est-ce qu'il y a à faire d'intéressant dans le parc de la Gatineau? Ben, tu le dis très bien, en fait, Pierre-Olivier. Quelqu'un qui ne connaît pas, apparemment, l'Outaouais, tu le décris très, très bien, en fait. J'ai fait quelques recherches. Mais pour de vrai, puis encore aujourd'hui, je te dirais, la plupart des gens, l'imaginaire de l'Outaouais, c'est ça. C'est Gatineau, Parc La Gatineau, puis mettons Chelsea dans ça pour simplifier les choses. Le Parc La Gatineau, en fait, c'est quand même un attrait très important. D'ailleurs, beaucoup de gens ne le savent pas. C'est le deuxième parc le plus visité au Canada après le Parc national. Dans tout le pays? Dans tout le pays, après le Parc national de Banff. Et ça, même si le Parc national de Banff est 16 fois plus grand que le Parc La Gatineau. Le Parc La Gatineau reçoit environ 1,5 million de visiteurs par année, 40% desquels visitent le parc en dedans de 1 mois. Sais-tu quel mois que c'est? Juillet. Ah, c'est le mois d'octobre, la saison des couleurs. Hein? Ben oui, voyons donc. Ça va bien, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est toujours très occupé, en fait. La bonne réponse, c'est que c'est toujours très occupé. Mais la saison des couleurs, en fait, c'est l'enfer dans le parc La Gatineau. Mais oui, tu l'as bien dit, c'est un vrai joyau, plus de 365 km² d'air protégé. C'est un parc urbain parce que ça commence quand même dans le centre-ville de Hull, d'ailleurs, qui est le fun parce que ça lui rend accessible, entre autres, pour le vélo. Mais tu l'as bien dit, beaucoup de choses à faire dans le parc La Gatineau. Plus de 1000 sentiers de raquettes de randonnée, de sentiers officiels et non officiels, parce qu'il faut se dire, il y a quand même beaucoup de sentiers non officiels, environ 300 km de sentiers officiels. Chose à faire dans le parc La Gatineau. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais le parc La Gatineau, en fait, les noms vous allez découvrir dans le parc La Gatineau viennent souvent des propriétaires terriens, en fait, à l'époque. Pensons au Valley Meach, au lac Meach, c'était l'ancienne famille Meach, le lac Pink. Je m'excuse pour les gens qui viennent en Ottawa pour la première fois. Vous n'allez pas trouver un lac qui est rose ou pink. En fait, le nom vient de la famille Pink qui vont y habiter originalement. D'ailleurs, vont participer dans la construction du premier mine de Mica. Le domaine Mackenzie King, qui était l'ancien premier ministre du Canada, William Lyon Mackenzie King. Mais bref, donc tous ces noms-là vont apparaître quand vous allez commencer à faire vos recherches sur le parc de la Gatineau. Dans le fond, c'est des visites de chalets puis leur terrain. Ben, en fait, à l'époque, pensons à O'Brien, la maison O'Brien, qui est la plage O'Brien. En fait, la famille O'Brien, c'était la première famille à Ottawa à avoir une voiture. Et ils ont réussi à se rendre à leur magnifique maison qui est aujourd'hui d'ailleurs protégée et qui est maintenant utile par le gouvernement fédéral pour des événements spéciaux, que je trouve toujours drôle, mais bref. Ils ont passé à l'histoire parce qu'il y a eu un char. Je trouve ça génial. Faut toujours être le premier, tout le monde. Ben oui, mais des gens de même. Ben c'est ça. Donc oui, avant, le parc La Gatineau, en fait, c'était, je veux pas dire un peu élitiste, mais c'était ça, pas mal. Oui, il y avait beaucoup de gens aussi qui n'avaient pas beaucoup de moyens, qui habitaient entre autres sur la colline Lusk, qui d'ailleurs, la famille Lusk, Luskville. Mais aujourd'hui, le parc de la Gatineau, c'est très grand, c'est très diversifié. Si je peux donner un conseil aux gens qui vont aller visiter le parc de la Gatineau la première fois, évitez le secteur Chelsea. C'est un secteur qui est débordé. Et oui, il y a beaucoup d'attraits très intéressants, dont les ruines Carbine, qui est une ancienne usine de production de produits chimiques, qui est maintenant une ruine avec une magnifique chute qui y vont. Oui, il y a le Mont King, oui, il y a les sentiers de Loriot, il y a le lac Pink, d'ailleurs.
Ouais. Mais allez vous aventurer dans le côté ouest du parc. Pourquoi pas? Partez dans le Pontiac. Et oui, je dis avant tout la municipalité de Pontiac, parce qu'il y a une distinction entre la municipalité de Pontiac et la MRC de Pontiac. Ouais. Mais partez dans le Pontiac. Allez prendre le chemin Hurley-Marchand, montez dans le côté ouest du parc où il y a presque personne. Allez faire des sentiers comme Barbecue Hill. Oh oui, ça existe des noms de même. Attends un petit peu. Moi, j'ai besoin de clarifier une chose. C'est-tu un sentier dans lequel il y a des barbecues? C'est-tu un sentier dans lequel la fin du sentier est un barbecue? C'est-tu un sentier qui sont permissifs pour apporter son propre barbecue? Où est-ce qu'on se situe au niveau du barbecue là-dedans? Je te repose la question. Quel sentier ne termine pas par un barbecue? Mais la question, c'est-tu quand on revient sur toi ou c'est quand tu arrives à la fin du sentier? Moi, je fais toujours la blague. Mon père, il dit toujours... Moi, je suis un grand randonneur. D'ailleurs, j'ai fait tous les sentiers dans le parc d'attractions. J'ai fait tous les sentiers en Outaouais. Écoute, t'as fondé Aventure Outaouais. Je ne m'attends à rien de moins de toi. Et mon père, il me dit toujours, pourquoi en toutes tes photos, après une randonnée, il y a toujours une boulangerie, une pâtisserie, un barbecue shop? J'ai dit toujours, parce qu'il faut à un moment donné avoir des raisons d'être pour faire de la randonnée. On fait pas de la randonnée pour faire de la randonnée. Mais bref, Barbecue Hill, le lac Richards, allez voir le lac Philippe, il y a plein de sentiers autour. Vous pouvez même voir les cavernes Lusk, qui est une magnifique caverne que vous pouvez explorer. Allez-y au mois de mai. L'eau, elle va être un peu froide, mais vous allez explorer une caverne souterraine vraiment extraordinaire. C'est gratuit. Il faut juste avoir des souliers d'eau, peut-être même un casque pour protéger ça vos propres risques et périls. Mais bref, c'est vraiment une aventure. Et pourquoi même pas vous prendre le sentier 72, aller au lac Carmine, aller au lac Brown, aller dans un refuge, manger un souper sur un poêle à bois, aller voir des belles valeurs, des points de vue. Et évidemment, si vous voulez aller dans le côté de Chelsea, je vous donne un petit secret. Vous êtes prêts pour ça? Ça, c'est un secret. Moi, je frissonne en ce moment. Tu vois-tu, ça frissonne, ces poils-là. C'est pas la première fois, mais si vous allez dans le côté de Chelsea, allez au Dunlop Falls. D-U-N-L-O-O-P. Si c'est imprononçable, t'es à la bonne place. T'es à la bonne place. C'est au stationnement P9, si je ne me trompe pas. Et c'est une chute vraiment magnifique. Personne n'y va. Personne n'y connaît vraiment. D'ailleurs, très accessible. Il n'y a même pas 5 minutes de marche du stationnement. Table de pique-nique direct là, vous pouvez vous pique-niquer avec une magnifique chute. Allez à l'automne. Je vous garantis, vous n'aurez aucun touriste. Bref, il y a des petits joyaux dans le parc encore aujourd'hui, même si c'est un parc qui est fréquenté à grande fréquence. Il y a quand même des petits joyaux. Il faut les trouver, malheureusement. Il faut quand même chercher, demander aux gens, aller au centre des visiteurs. Ils sont là pour vous assister. Un petit plug pour le centre des visiteurs parce qu'ils sont très gentils avec moi. Mais bref, des gens de bien. mais oui, mais bref, il y a des petits joyaux cachés. Allez les sentiers battus. Allez hors des sentiers battus. Parce que le parc de Gatineau, c'est beaucoup plus que juste les 4-5 attraits que tout le monde connaît. Et vous allez voir, vous allez trouver la paix, la tranquillité dans les autres sentiers. Je trouvais ça intéressant ce que tu disais par rapport à Chelsea, sinon peut-être un peu brutal, parce que je me disais, tu sais, Chelsea, c'est là où est-ce que les gens vont, en général, quand ils visitent le parc de la Gatineau pour la première fois. C'est beau, il y a des bons restaurants. Mais moi, je vais souvent là-bas à vélo. Je fais un parcours, je pars de Gatineau. Mon trajet de vélo, c'est à peu près une boucle de 80 km. Je passe par Wakefield, puis je reviens sur une vieille route à côté d'une autoroute. Oui. Puis ça me fait 80 km, puis c'est super. Mais en revenant, je passe par Chelsea, puis je peux pas m'empêcher de voir que même si c'est direct dans le parc de la Gatineau, c'est pas si près de quoi que ce soit qui est intéressant à faire dans le parc de la Gatineau qui justifie que tu ailles là. Tu sais, par exemple, il n'y a pas tellement de sentiers qui semblent partir de Chelsea. Il y a une ou deux pistes cyclables qui passent par là, mais tu sais, je me dis, c'est un centre qui attire les visiteurs pour le centre lui-même. Moi, je pense que dans le fond, c'est des gens qui se disent « Ah, on va aller faire de la randonnée », mais dans le fond, ils vont juste prendre une bière. Ben, en fait, probablement aussi, mais je pense que tu soulignes en fait un gros problème de Chelsea. Puis d'ailleurs, je veux pas être critique envers aucune partie de l'Outaouais parce que oui, c'est beau. Et d'ailleurs, je serai jamais critique envers ma région. C'est sûr qu'il y a toujours des améliorations. Mais Chelsea, en fait, son plus gros défaut, si je peux le dire. Son plus grand défi. Son plus grand défi. Il faut pointer le plafond et parce pendant que je dis ça, je vais prendre ma bière. C'est ça, oui. Mais en fait, oui, tu as raison. En fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que beaucoup de gens vont à Chelsea avec leur voiture. Parce qu'à partir de Chelsea, le sentier le plus près, oui, il y a le sentier 1, par exemple. Il y a des sentiers qui partent de Chelsea, mais pour arriver à un attrait vraiment intéressant, mettons que tu as un bon 10 km de marche. Donc, bref, il n'y a personne qui se rend à Chelsea pour faire la marche. Souvent, ils prennent leur voiture puis ils rentrent dans le parc de la Gatineau. Dans qui est un gros problème parce qu'il n'y a pas beaucoup de stationnement dans le parc de la Gatineau. Allez au mois d'octobre, vous allez voir, c'est pénible. N'allez pas d'ailleurs au parc de la Gatineau. C'est ça que ça fait, les couleurs. Oui, allez pas dans le parc, il y a d'autres places. D'ailleurs, je vais vous en dire tout à l'heure. Pensez au Mont-Morissette, pensez au parc des Montagnes Noires de Ripon. Bref, j'en plug. Mais Chelsea, justement, le gros fléau, c'est que c'est le plus connu. Les Ontariens, ils connaissent très bien, c'est très anglais, Chelsea, donc pour eux autres, c'est très facile d'accès. C'est l'autoroute 5. Pour eux autres, ils sont à Chelsea dans 15 minutes, aucun trafic. La vie est belle.
Donc, oui. Donc, bref, le problème de Chelsea, c'est ça. C'est que c'est facile d'accès, c'est connu et c'est très petit. Tu as remarqué, Chelsea, c'est le vieux Chelsea, c'est 2 coins de rue, même pas. Ouais. Et par conséquent, c'est toujours le chaos. Les prix sont assez chers, on va se le dire. Mais je veux pas non plus dire aux gens de ne pas aller à Chelsea. Il y a des très bons restaurants. Pensez à Laurier du Bois, qui est d'ailleurs un de nos restaurants incroyables de l'Outaouais. Ouais. Mais pensez, ils vont à l'ancien chef, malheureusement, le propriétaire qui a passé à cause de la COVID. Mais et il y a de très bons restaurants à Chelsea. Il y a des très bons restaurants à Laurier du Bois. Allez-y. Allez au motel de Chelsea, il y a un très bon restaurant là aussi. Allez à Wakefield. Wakefield, pour moi, c'est un alternatif à Chelsea. D'ailleurs, de plus en plus devient un alternatif pour beaucoup de gens. Parce que justement, il n'y a pas la popularité autant que Chelsea. C'est moins crowded, c'est moins cher aussi les affaires. Il y a beaucoup plus d'options alimentaires d'ailleurs. Une plus grande diversité d'alimentation aussi. Et on peut faire du kayak! Absolument, avec Expédition Wakefield ou même, d'ailleurs, nous, on offre un tour de kayak qui part, entre autres, avec un arrêt à Wakefield pour ramasser les gens. Mais d'ailleurs, on fait un food tour à Wakefield. D'ailleurs, beaucoup de gens me disent, Brendan, pourquoi tu fais pas un tour à Chelsea? La réponse, je toujours, c'est parce que je pourrais pas me stationner. C'est pas plus compliqué que ça. J'aimerais bien, mais c'est juste impossible de trouver le stationnement. Écoute, ça prouve à quel point c'est populaire, mais ce que tu me dis, c'est grosso modo, c'est que c'est victime de son succès. C'est victime de son succès, puis c'est pas le seul, il y en a d'autres en Outaouais. Mais justement, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un food tour à Wakefield, parce que Wakefield a vraiment une belle diversité d'offres agroalimentaires et aussi un endroit super beau. Wakefield qui est né des années 1830, entre autres irlandais et écossais aussi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est encore très anglophone, qui va naître, entre autres, des berges de la rivière des Outaouais. Excuse-moi, de Gatineau. Mon Dieu, de Gatineau. Attention à ce que tu dis, Brandon. Oui, je fais attention. Les gens vont se poser des questions. mais voilà, donc, qui va naître et encore cette très grand charme, cette proximité à la rivière, avec la rivière La Pêche, des bâtiments historiques comme le moulin Wakefield, vous allez voir, là, vous êtes très gentil. Mais bref, Wakefield, c'est une très belle alternative à Chelsea. Mais c'est ça, l'Outaouais. L'Outaouais, c'est une région qui est méconnue et de par son côté méconnu, souvent, la majorité des touristes visitent 3-4 municipalités. D'ailleurs, je peux te nommer maintenant Montebello, Chelsea, Wakefield, Gatineau. Ben justement, on a parlé de 3 sur ces 4-là. Montebello, c'est un autre monde. Tu sais. Dans le fond, au fur et à mesure qu'on parle, on passe de l'ouest à l'est. On a parlé du Pontiac, qui est vraiment, je pense, l'endroit le moins bien connu. Oui. Puis le plus loin aussi, techniquement. Là, mettons que tu pars du reste du Québec, et surtout Montréal, puis Québec, puis les autres régions. Il y en a trop pour les nommer. Bref, Montebello, ça, c'est dans le coin de la Petite-Nation. On en a parlé un peu superficiellement. La Petite-Nation, c'est un territoire très particulier avec une histoire bien particulière. C'est un peu un monde à part. Parle-nous un peu de la Petite-Nation. Ça me fera plaisir. Montebello, en fait, avant même de commencer de parler de la Petite-Nation, parlons un peu de Montebello, puis on va aller plus large. On va commencer petit puis aller vers large. Ah, ça, j'aime ça. Montebello, en fait, c'est une ville qui est extrêmement touristique. Avec seulement 800 de population, environ, là, ça fait quelques années, ces chiffres-là, et reçoit environ 300 000 visiteurs par année. Pourquoi? Sérieux? Ok, oui. Ah non, touristique. Écoute, ça, c'est rien. Avant, il y a quelques années passées, je sais pas si tu te rappelles, il y avait le Rockfest de Montebello. Eh oui. Le plus grand Rockfest en Amérique du Nord. Plus de 100 000 visiteurs une fin de semaine à Montebello, dans une municipalité de 800 personnes. Bref, ça prend pas un doctorat en sociologie ou en sciences politiques ou en économie pour savoir que les mathématiques ne se font pas. C'était le désordre total. Je pensais que tu allais me dire ça prend pas la tête à Papineau. D'ailleurs, c'est une très belle expression. Est-ce que tu connais j'imagine que oui, tu connais l'expression tête à Papineau? Ben oui, je viens de la dire. Et voilà, c'est se prendre la tête en fait. Ouais. Et d'ailleurs, vous pouvez manger la tête à Papineau chez la fromagerie de Montebello. Bon. Que oui, Hey, tout est vraiment dans tout avec toi. Je m'excuse, moi j'adore la Il n'y a région. pas un jeu de mots qui est juste un jeu de mots. Un jeu de mots est aussi un nom de poutine. Absolument. D'ailleurs, qu'il y a une poutinerie en plus qui est très très bonne aux fromageries Montebello. Mais bref, Montebello est très très populaire. Pourquoi? Ouais. D'abord, il faut comprendre les origines de la région de la Petite-Nation, comme le reste de l'Outaouais, est assez tardif. En fait, il faut attendre début des années 1800 pour que cette région-là se développe. Pourtant, c'est une région qui était en fait appartenue depuis 1674. En fait, c'était en fait l'ancien archevêque de Québec, excusez-moi, qui l'avait. Et d'ailleurs, le nom Petite-Nation vient entre autres d'une communauté autochtone qui se trouvait au bout de la rivière de Plaisance. Excuse-moi, la rivière de la Petite-Nation qui est à Plaisance. Okay. En fait, c'est une communauté algonquine qui était là aussi à Jutebec.
La seigneurie de la Patination, il va aussi avoir un autre nom qu'on connaît très bien, c'est la MRC de Papineau. Papineau qui était nommé après Louis-Joseph Papineau, l'ancien seigneur en fait de l'époque, qui va acheter de son père juste Joseph Papineau. Je m'excuse, il y a beaucoup de Louis-Joseph Papineau. Il y a 6 générations de Louis-Joseph Papineau. Mais l'homme politique qu'on connaît, le fameux Papineau, ouais. Lui, c'est un seigneur, finalement. Il achète les terres, il devient un seigneur, c'est ça? Oui, puis d'ailleurs, pour les gens qui ne connaissent pas un peu l'histoire du Québec, d'ailleurs, Desjardins était entre eux, on n'en parlera pas. Faut se dire, la région de la Patination, oui, Louis-Joseph Papineau. C'est un homme politique, d'ailleurs, avant tout. C'est un homme qui a siégé à l'Assemblée nationale. C'est aussi un avocat, un homme de très, très grande intellectualité, mais qui était aussi seigneur. Et qu'est-ce qui est fascinant de cette personne-là, c'est qu'en fait, il est contradictoire en lui-même. Pourquoi? Ben, Louis-Joseph Papineau étant influencé par les grandes idées révolutionnaires des États-Unis, des France à l'époque. C'est dangereux, ces gens-là. C'était des rebelles, comme on dit. Mais n'oubliez pas, hein, à l'époque, on a la Révolution américaine, la Révolution française, des idées de nationalisme, d'identité, de démocratie commencent à se propager. Louis-Joseph Papineau commence à s'intéresser à ces idées-là. Il n'est pas le seul. On aura d'ailleurs un petit mouvement qui va commencer à naître au Québec, le mouvement des patriotes. Et d'ailleurs, Louis-Joseph Papineau sera un des leaders de ce mouvement-là. Initialement, le mouvement des patriotes, en fait, c'était pas pour l'indépendance du Québec, qui est maintenant le Québec. En fait, initialement, c'était pour des droits démocratiques, en fait, accorder plus de droits à l'Assemblée nationale, qui étaient en fait des élus locaux. N'oubliez pas, à l'époque, le grand des pouvoirs était surtout à des loyalistes, à des gens qui étaient loyaux au gouvernement, et par conséquent, les gens d'ici n'avaient pas beaucoup de pouvoir. Donc, bref, Louis-Joseph Papineau, initialement, le mouvement des patriotes, c'était pour ça. Évidemment, ils ont écrit toute une lettre, ils ont fait beaucoup faire valoir leurs opinions. Ça n'a pas eu grand succès. Je me demande pourquoi. Ça n'a pas passé au conseil. Ça n'a pas passé au conseil, comme on dit. Le conseil n'a pas voté. Bref, ça va mener à une insurrection armée. Ah, OK, oui. En fait, il y aura plusieurs milliers de personnes qui vont se prendre leurs armes et lever leurs armes contre le gouvernement britannique. Et c'est là que ça va avoir des idées d'indépendance de la Grande-Bretagne. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Il faut se dire, l'armée britannique est beaucoup plus puissante. D'ailleurs, à cette époque-là, on commence déjà à être un peu en situation de minorité, alors qu'avant, on est en situation de majorité. Et ça va mener, entre autres, à l'exil de Louis-Joseph Papineau. Étant le leader, il va être exilé pendant 10 ans de temps, 3 ans aux États-Unis, 7 ans à Paris. Et pendant ce temps-là, il va essayer de convaincre ces gouvernements-là, entre autres, de joindre leur cause, à annexer, entre autres, le Québec aux États-Unis comme État américain. Ça n'a évidemment pas fonctionné parce qu'on paie encore trop de taxes aujourd'hui. Bref, long story short, comme on dit en anglais, il va être pardonné. Avec quoi? L'Acte d'Union de 1840, qui va être une des grandes solutions au Canada pour la crise qui se passe ici au Bas-Canada. Je ne sais pas si tu connais très bien l'Acte d'Union, mais en fait, c'est un des résultats, c'est la Province of Canada qui va réussir. Ça n'a pas été un succès en aucun cas. En fait, c'est ça qui va d'ailleurs mener à la création du pays en 1867. Mais bref, j'arrête de t'aller trop loin, mais l'idée, c'est général, c'est qu'il va revenir. Il va revenir s'établir et c'est là qu'il va vraiment mettre son argent et son temps dans la région. Et c'est d'ailleurs là qu'il va faire construire le fameux manoir Papineau. Le manoir Papineau, d'ailleurs, que vous pouvez visiter encore aujourd'hui, qui est géré par Parc Canada, mais qui n'est pas appartenu par Parc Canada. J'y arrive. Donc, bref, Louis-Joseph Papineau. Ah, OK, oui, prépare-toi pour ça. J'ai un petit secret pour toi. Je suis dubitatif, j'allais dire sexy, sceptique et en même temps intéressé. C'est correct, quand tu peux être sexy, c'est correct, t'as droit. Hein? La bière aussi aide. Hein? Surtout le Eden, hein? Ça rentre un peu dans cette thématique. Voilà. Mais bref, donc il va venir s'établir, il va faire construire le fameux manoir et qui va terminer en 1851. À son décès, il va le délaisser en fait à sa famille et malheureusement son fils, Louis-Joseph Papineau, pas très original, va malheureusement ruiner la famille. C'est à l'époque victorienne, il va voyager à travers le monde, collectionner des œuvres d'art, il va même faire construire un musée à côté du manoir, il va remplir et il va mettre la famille en ruine. Et en 1929, la famille va devoir vendre le manoir Papineau. Devenez pour combien en 1929? Combien tu penses? Ben, je vais te donner une somme qui est complètement ridicule. 217 Un peu plus que ça. C'est quand même un énorme terrain. 2791 T'es proche. C'est 70 000 qui semble être quand même beaucoup, mais n'oubliez pas, c'était beaucoup parce que c'était un mois avant la crise financière de 1929. Et en fait, c'était un bon deal à l'époque. Ouais, c'était un bon moment. Le côté timing, finalement, il s'est bien racheté.
Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va en sortir de ça? Eh bien, c'est les Américains qui vont l'acheter. Ils vont transformer le manoir en country club et éventuellement, ils vont faire construire un petit quelque chose à côté. En fait, pas très petit. C'est le fameux château Montebello. Pas le manoir, le château. Et un gros château, en un plus. très gros. En fait, c'est le plus grand hôtel en bois rond au monde. Plus de 10 000 bouleaux de bois et était seulement construit en 3 mois. Beaucoup de gens commencent à se tourner les soucis présentement. Pourquoi 3 mois? C'est facile. On avait un temps très limité pour le faire construire parce que quelqu'un était parti en vacances. Bref, on a engagé beaucoup de gens à des salaires très... je ne veux pas dire esclavagistes, mais très limités. Très restreint. Merci, très restreint. $1 par jour. Très des modeste. conditions de travail absolument atroces. Bah c'était oui, la c'est bouette, sûr. c'était beaucoup de gens travaillaient des maladies. Et bref, on va faire construire le fameux château Montebello. Tout à l'heure, je disais que le manoir Papineau n'est pas détenu par Parc Canada. Et ça en surprend beaucoup. En fait, le manoir Papineau se trouve sur le terrain du Château Montebello, qui est maintenant détenu par un fonds d'investissement chinois, qui est d'ailleurs en train de le vendre. Evergreen, que vous connaissez très bien, qui est présentement en situation financière très difficile, est en train de vendre ses terrains partout à travers le monde. C'est des Chinois. C'est le Fairmount Montebello, Ah, ouais. qui est aussi le propriétaire du terrain du manoir Papineau, qui est sur un lease au Parc Canada, est détenu par un fonds d'investissement chinois qui est direct à vendre. Donc, c'est pour les gens qui nous écoutent présentement. Ça coûterait combien, combien de dizaines de milliards de dollars? J'aimerais combien le de savoir. centaines de milliards de dollars? J'aimerais le savoir parce que j'avoue, la seconde que je le sais, ça se peut que je me lance un petit fonds pour Ouais, fait du crowdfunding. un là, ça va bien marcher. crowdfunding, puis Ben oui. on achète ça pour nous. Mais bref, Montebello va se développer vraiment autour du manoir. Et d'ailleurs, beaucoup des attraits principaux aujourd'hui se tournent autour de ça. Et beaucoup des visiteurs on va se dire, très riches, fortunés, vont aller visiter le manoir, vont voyager à l'intérieur de Montebello. Ben, c'est ça. On a le parc Omega, un parc qui est Ouais. très connu, d'ailleurs très visité. Je pense que c'est plus de 300 000 visiteurs par année qui vont au parc Omega. C'est extraordinaire. C'est un zoo à air ouvert pour les gens qui ne connaissent pas. Vous pouvez conduire votre voiture, nourrir les animaux de votre voiture. Il y a aussi d'ailleurs le parc Cannock, qui est Cannock Nature, qui est d'ailleurs, je pense, c'est la deuxième réserve privée, écologique privée, le plus grand en Amérique du Nord. Je pense que c'est 65 000 hectares de terrain qui est Géridol. Ouais. On a aussi le fromager Montebello, le chocolaterie de Montebello, la crème glacée Chou Chou qui est appartenue par la chocolaterie de Montebello. On a des restaurants. Faut pas non plus oublier la fameuse poutine de Papineau. La tête de Papineau. La tête de Papineau. La tête de Papineau. Bref, il y a beaucoup de choses à faire à Papineau. C'est une municipalité qui est très visitée et c'est une municipalité qui est très bien construite d'un point de vue pour attirer les touristes. Il y a beaucoup de stationnements. Évidemment, il y a l'église. Bref, il y a toutes sortes de choses qui se passent là. Donc, tout tourne autour de Montebello. Mais la patination, c'est beaucoup plus grand que ça. Et beaucoup de la patination aujourd'hui a son héritage de l'influence de Louis-Joseph Papineau. C'était quelqu'un qui a misé beaucoup sur l'agriculture de subsistance. Il faut se dire, l'Outaouais, là, c'est une région qui va se développer prime abord l'industrie forestière. En fait, c'est pour ça qu'on est une région qui va se développer surtout aux années 1800-1820. La fondation même de l'Outaouais, les tout débuts de Gatineau avec Philemon Wright. Qui va faire sa fortune dans l'industrie forestière. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a une guerre en Europe. D'ailleurs, je pense que c'est Michel Prévost qui était ici il n'y a pas longtemps passé, il a parlé beaucoup. Tu sais, l'industrie forestière, c'est ça qui... Le bois pour l'Angleterre, il venait d'ici. Avec le blocus napoléonien en particulier, il restait le bois d'Amérique. Sinon, il n'y avait pas de flotte. Mais qu'est-ce qu'on a ici qui est assez particulière? Le pain. Et pourquoi le pain, c'est intéressant? Mais comme, d'ailleurs, on parle d'une tente d'une bière, le pain qui est utilisé dans les barriques. Pourquoi? Parce que ça absorbe l'eau. Et qu'est-ce que ça fait? Pourquoi on veut un bois qui absorbe l'eau sur un bateau, un navire de guerre? Parce que ça rend le bateau plus stable en marée. Et c'est pour ça que les bateaux des navires de guerre anglaises étaient toujours plus stables et d'ailleurs plus fortes comparativement à leurs compétiteurs parce que le pain. Et nous, en Outaouais, en fait, on est un des places au monde où on a la plus grande concentration de pain blanc. Et par conséquent, l'Outaouais va se développer. Bon, j'en parle. Patination, oui, c'est important l'industrie forestière, mais Louis-Joseph Papineau va miser davantage sur l'agriculture. L'agriculture de subsistance, parce qu'il voulait créer une petite communauté, une petite nation. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'agriculture est très présente, mais pas juste l'agriculture. Le Pontiac qu'on a parlé tout à l'heure, c'est une agriculture plus de monoculture, j'aime bien dire. Vous allez voir dans le Pontiac, vous allez conduire, vous avez beaucoup de soya, maïs, foin, c'est après ça. Mais quand on arrive dans la patination, on a beaucoup plus de vignobles, on a beaucoup plus de cidreries, on a des fermes
bio, des élevages, on a des fermes d'alpagas, de bisons, on a plein de choses qui se passent. On est plus loin que la subsistance, là. On est beaucoup plus que la subsistance. Là, on est plus dans le, comment dire, l'elegance, comme on dit en anglais. On est dans la bonne chair. La bonne chair et la bonne bière. Mais voilà, et c'est encore ça aujourd'hui. C'est une région qui est encore très francophone, très catholique de la région. Des municipalités, d'ailleurs, qui sont très intéressantes. Plaisance, d'ailleurs, qui a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais Plaisance, pour de vrai, vous pouvez facilement y passer une journée magnifique à Plaisance. Chute de Plaisance, plus de 63 mètres de hauteur, qui fait en sorte que c'est plus haut que Chute Niagara, techniquement. On a aussi le Parc national de Plaisance, qui est d'ailleurs un parc qui a été créé par l'homme, parce qu'en fait, ça a été créé par l'inondation des terres, entre autres par la construction du barrage Carillon, qui d'ailleurs aujourd'hui a plus de 250 espèces d'oiseaux qu'on peut aller fréquenter. D'ailleurs, toujours au mois d'avril, là, vous allez voir plein de monsieur à tête grise avec des lentilles de 7 000, 8 000 $ qui sont tout le long de l'autoroute en train de regarder des photos de leurs oiseaux. Mais bref. Ouais, c'est ça, des agents incognito de National Geographic en mission. Oui, c'est ça. En fait, moi, je dis toujours, je pense que je vais plus au parc pour voir les têtes gris que voir les oiseaux. Ça, je trouve ça fascinant, moi. Les gens qui se déplacent avec des gros caméras. Mais bref, donc le Parc national de Plaisance, parfait pour du canot, du kayak, etc. Il y a aussi un musée à Plaisance, le musée d'art populaire, en fait, qui est l'ancien propriétaire du Parc Omega qui a ouvert ça. Initialement, c'était gratuit à don, mais là, aujourd'hui, malheureusement, c'est rendu à 15 $ par personne. Mais si vous cherchez vraiment un musée intéressant, l'art populaire. Est-ce que tu connais un peu de l'art populaire? C'est quoi? Je connais zéro en art, sérieusement. Excellent. Moi, j'ai dû apprendre beaucoup avec le temps. L'art populaire, en fait, c'est l'art qui est fait par des artistes qui n'ont pas d'éducation en art. Donc, bref, c'est du monde... en fait, le meilleur exemple, c'est du monde qui travaille le bois. Des Québécois, des gens d'ici qui travaillent le bois. Vous allez à l'intérieur, il y a plein de sculptures, des gens qui ont travaillé le bois chez eux pour faire toutes sortes de choses, des gens qui ont travaillé les robotiques pour faire de l'art avec les robotiques chez eux. Bref, c'est vraiment fascinant comme musée, ça, je vous conseille. Puis en même temps, vous traversez la rue, chercher des gaufres. Donc bref, il y a toute une journée qu'on peut passer à Plaisance sans même se perdre. Et c'est un à côté de l'autre des arrêts. C'est une très belle journée, nature, culture, gourmand, pourquoi pas. On a aussi des municipalités comme Duhamel, meilleur barbecue en ville, en Outaouais. À Duhamel, Carbo Barbecue avec Martin le chef, des lacs. Je l'attendais, là, le retour au barbecue, parce que tantôt, là, t'as allumé la mèche là, quand t'as parlé du sentier qui finit avec un barbecue. Moi, je me suis dit, il est où le barbecue? Là, je l'ai trouvé, le barbecue. Puis d'ailleurs, j'en parle maintenant, puis j'en salue, parce que le barbecue chez Carbo Barbecue... Ça, c'est ta faute, man. T'as commencé ça. Je te dis maintenant, ça fait des années que j'essaie de faire un tour pour aller au Carbo Barbecue. Je m'en un peu trop loin pour un tour. Mais Lac-Simon, qui est le centre touristique de la CEPAC, là. Donc, bref, il y a beaucoup de choses à faire dans ce coin-là. Puis d'ailleurs, vous allez voir beaucoup des anciennes, des sites de papeterie ou de laiterie forestière. Allez voir à Duhamel, première chose que vous faites quand vous arrivez là, vous voyez des lignées d'arbres. Ben oui, mais ça me fait penser. Qui dit grosse industrie forestière qui a sauvé l'Empire britannique du blocus continental de Napoléon, dit forcément plus tard. Après 50 ans en papeterie, parce que si tu as le bois, puis tu as l'infrastructure, puis tu as le capital, logiquement, tu fais du papier. On en a fait du papier. On en a fait beaucoup. On a fait du papier, on a fait bien des produits qui avaient rapport avec ça. On avait Eddie, qui était le goût, pas le gourou, mais le plus grand producteur d'allumettes au monde à l'époque. Ouais, c'est ça. C'est un des plus grands, en fait. Mais il ne produisait pas juste des allumettes. C'était un baron des allumettes. Il faisait toutes sortes de produits, en fait. Beaucoup de gens ne savaient pas, mais Eddie, en fait, était un génie. Il y avait beaucoup de patents. Des brevets. Des brevets, merci, Eddie. Parce que là tu t'en allais prononcer Patton, qui est un général américain de la Deuxième Guerre mondiale. Mon Dieu. Fais pas ça. C'est ça, Gary, quand on habite en Outaouais. On parle le joual. On commence en anglais, on finit en français. On parle franglais. Des franglais. Mais c'est ça, des brevets. En fait, lui, il avait beaucoup d'inventions. Un des grands exemples, c'était en fait l'ancien washboard en bois et même l'ancien, un seau en bois. En fait, c'est du bois très compressé qui faisait en sorte qu'on faisait un genre de faire ton lavage. Donc, lui, il avait fait beaucoup de produits de ça. Bref, l'industrie forestière, c'est ça qui a développé l'Outaouais, mais c'est aussi l'une des raisons pourquoi beaucoup de municipalités n'ont pas survécu ou ils ont beaucoup de difficultés aujourd'hui. La Pétination, c'est un très bel exemple. Il y a beaucoup de municipalités qui, malheureusement, n'ont plus grand-chose aujourd'hui. Le Pontiac, c'est une belle région. Une autre région, je pense, qui est le meilleur exemple de ça, c'est la vallée de la Gatineau. Une autre région que je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas très bien, la vallée de Gatineau qui monte jusqu'à Maniwaki, Grand Remous, Mont-Saint-Layton. Plus au nord, ça, hein? Plus au nord. Là, on va vers le Basketorn, la réservoir Basketorn. On s'en va vers l'Abitibi-Témiscamingue. On s'en va vers la réserve faunique de la Vérandrie. Je vous dis maintenant, allez là-bas. Tous les 20 km de route, on a une municipalité. Pourquoi?
parce que toutes les municipalités là-bas, c'était des resupply towns qu'on appelle à l'époque. C'est des municipalités qui avaient pour but, entre autres, pour alimenter l'industrie forestière. Il y avait un restaurant, un hôtel, un mécanique, des fermiers. Pourquoi les fermiers? Le main-d'œuvre, les chevaux. Donc, bref, tout ça était là, entre autres, pour alimenter l'industrie forestière. Et à fur et à mesure que l'industrie forestière va aller vers le nord, à fur et à mesure qu'on aura besoin des municipalités. D'ailleurs, jusqu'en 1860, Gracefield sera le point d'arrêt pour la route. Et par la suite, on va faire construire le fameux train par le Canadian Pacific en 1892 qui va mener jusqu'à Maniwaki. Mais là, depuis ce temps-là, ça va bien mal sur la rue principale depuis qu'ils ont construit le McDonald's. Pas mal. Dit-il avec le ton le plus sérieux du monde. Mais c'est vrai aussi, tu sais, il y a beaucoup de municipalités. Pensons à l'eau, pensons à Messine, des municipalités. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus une chance qu'ils ont un peu de villégiature, mais c'est ça, c'est plus comme c'était avant. D'ailleurs, c'est peut-être la municipalité où on va encore retrouver un peu d'industrie forestière. D'ailleurs, aujourd'hui, j'étais sur la route vers Grand Remous et il y avait des camions avec plein de bois. Donc, c'est encore présent, mais aucunement comme c'était avant. Avant, là, on aurait vu des milliers, des millions de billots de bois descendre la rivière de Gatineau vers Ottawa, où on aurait construit des log trains, des trains de bois, environ 10 000 boulots de bois. On aurait mis des voiles, on aurait descendu ça, la rivière des Outaouais, vers Montréal et Québec pour être envoyé vers l'Europe, vers les États-Unis. Mais bref, ça, c'était la belle époque de la vallée Gatineau. Aujourd'hui, la vallée Gatineau, c'est un peu différent. C'est une région qui est beaucoup plus en plein air aujourd'hui, qui est vraiment mise beaucoup sur le plein air, entre autres le véloroute des draveurs. Beaucoup de gens ne savent pas, mais en fait, l'ancien train chemin de fer est devenu un véloroute qu'on appelle le véloroute des draveurs. Les draveurs, et parce c'est que c'était une des plus belles pistes cyclables que j'ai vues de ma vie dans la province. Ouais. Et je pense que c'est la plus belle piste cyclable de toute l'Outaouais, alors que l'Outaouais est assez généreusement fourni de pistes cyclables, en particulier la ville de Gatineau. Ouais. C'est des pistes cyclables qui sont belles, qui sont fonctionnelles, mais la piste des draveurs, c'est magnifique. Absolument. En fait, c'est 80 km de sentiers. D'ailleurs, je prends une petite pause pour te dire, savais-tu qu'il y avait un piste cyclable dans le Pontiac qui était aussi, même plus long que ça? On m'informe que c'est le retour des frissons. Parce que dans le Pontiac, il y avait le Pontiac Pacific Junction Railway, l'ancien train que je t'avais dit qui était construit dans les années 1970, démonté dans les années 1970. Eh bien, il y a plus de 92 km de sentiers de cyclables aussi dans le Pontiac. D'ailleurs, qui est malheureusement moins bien connu que la vélo des draveurs. Il est moins pavé aussi, mais pour les gens qui font du cycliste, comment on dit, du gravel bike, comme on dit, c'est parfait pour eux autres. Ah ouais. Ouais, donc, mais revenons un peu dans la Vallée de Gatineau. Donc, la vélo des draveurs, plus de 80 km de sentiers, des rivières, des lacs à couler. D'ailleurs, l'Outaouais, il ne faut pas envier personne par rapport à nos cours d'eau. D'ailleurs, on a le chemin des eaux ici. Hein, il y a le chemin des montagnes en Estrie. Nous, on a le chemin des eaux qui est notre route touristique ici. OK, oui. Et d'ailleurs, on a vraiment beaucoup, beaucoup d'eau. Hein. C'est pas ça qui manque ici en Outaouais. Pour nos lecteurs, pour nos écouteurs français, vous n'avez pas vu de l'eau avant de venir en Outaouais. Hein. Ici, il y a des lacs à perte de vue. Ben oui, Brandon, ça coule de source. Absolument. D'ailleurs, vous voulez voir des lacs, allez en haut du mont Morissette à Blue Sea Lake. Donc, en fait, pour les gens qui cherchent une belle randonnée à faire et même une place pour sortir du parc Lagatineau l'automne, allez au parc régent du mont Morissette à Blue Sea Lake. Il y a une tour d'observation à plus de 1200 pieds d'altitude avec des vues 360 degrés, lever et coucher du soleil avec des couleurs absolument incroyables, orange, bref, vraiment magnifique. D'ailleurs, nous, on le visite lors de notre tour de kayak et sommet. Ah oui, le sommet partie de notre tour de kayak est très populaire d'ailleurs, parce qu'on sert un lunch en haut de la tour. Mais cette tour-là, écoutez, vous voulez chercher une place pour aller à l'automne, c'est la place à être. Et il n'y a presque personne. Vous pouvez même vous rendre jusqu'à la tour en voiture. Sinon, il y a plus de 6 différentes pistes de randonnée que vous pouvez faire. Ça prend pas très longtemps de s'y rendre en haut. Et c'est vraiment toute une magie. Donc, bref, en haut de là, vous allez voir à quel point il y a des lacs. Hein. Lac Blue Sea, lac 31 000, qui est énorme, lac 31 000. J'imagine pourquoi il s'appelle 31 000. 31 000 lacs. En fait, c'est parce que c'est la distance du lac qui est énorme. Il est vraiment vaste. Donc, bref, il y a beaucoup de choses à faire dans la Vallée Gatineau. C'est beaucoup orienté vers le plein air. La randonnée, parmi les meilleurs sentiers de randonnée en Outaouais sont dans la Vallée Gatineau. Pensons à Perrault Outaouais, qui est un organisme à but non lucratif qui gère la plupart de ces sentiers-là. Plus de, je pense que c'est 12 ou 15 sentiers qui gèrent. Puis, écoute, moi, j'en ai fait de la randonnée au Québec. C'est parmi les meilleurs sentiers que j'ai mieux gérés au Québec. Gratuit d'accès, chien permis sur l'Est, stationnement, toilette là. Écoute, je te dis, là, c'est un vrai joyau qu'on a en Outaouais, mais personne n'en connaît. Et ça, j'adore. Parce que ça veut dire que pour nous, comme entreprise de tour guidé, on peut t'amener, ça ne nous coûte pas très cher. Puis en plus, on peut faire des activités pas chères pour notre clientèle. Et ça, c'est fun. Mais là, Brandon, tout ça, ça crée des problèmes pour moi. Parce que là,
Le barbecue m'a donné faim, les lacs puis l'eau m'ont donné soif. Il y a une chose qui manque crucialement à notre conversation et c'est une tournée des microbrasseries. Vous, là, avec Aventure Outaouais, est-ce que vous faites la tournée des microbrasseries de l'Outaouais ou de Gatineau? Absolument. On fait la tournée des microbrasseries, en fait, de Gatineau. L'Outaouais a 8 microbrasseries. Je ne sais pas si tu salis déjà, là, mais il y a 8 microbrasseries. Il y a l'Ancienne Banque, Hoffman Brewerks, 5e Baron, Gallicus, à des Rives, Bas-Canada, microbrasserie de Montebello. On a aussi les brasseurs des Collines. Bref, on a beaucoup de microbrasseries. Et aussi Chelsea & Co. Donc, nous, on fait une tournée microbrasserie qui change à toutes les saisons. C'est toujours 3 microbrasseries. Pourquoi 3? Parce qu'après ça, de 3, on commence un peu à perdre le goût de la bière parce qu'on a tellement trop bu. Ouais, ben c'est ça. À un moment donné, trop, c'est comme pas assez. Ben, en fait, notre tournée microbrasserie Gatineau, c'est 12 dégustations, 2,2 litres de bière en 3 heures. En fait, 4 heures, disons avec le transport 4 heures, là, c'est du plaisir. On est vraiment choyé en Outaouais, surtout à Gatineau, écoute, 5e Baron, Gallicus et à des Rives, prenons juste ceux-là par exemple, vraiment des bières assez intéressantes, belle diversité. Et aussi, qu'est-ce que je trouve qui est vraiment fascinant par rapport aux autres, c'est, comment dire, c'est leur côté innovation sans non plus le côté prétentieux. Et ça, j'aime ça. C'est-à-dire que moi, je veux essayer des nouvelles choses, mais je veux pas non plus que ça, comment dire, soit fancy ou que ce soit trop, prestigieux avec un gros prix. Moi, je veux déguster une nouvelle bière. D'ailleurs, on a le Eden qui est ici devant nous aujourd'hui. Et ça, c'est ma bière préférée de l'Outaouais qui vient de Gallicus. En fait, je ne sais pas si tu connais bien le Eden, mais le Eden, en fait, c'est une bière qui a été faite en collaboration avec Pomme Perdue, d'ailleurs, qui se trouve dans la Petite Nation. Je le savais. En fait, Pomme Perdue se trouve dans la municipalité de Cheneyville. J'adore dire ça, Cheneyville. C'est-tu la ville officielle des chenilles? Honnêtement, ça devrait. Le marketing, il est manqué. Là. Non, mais le prochain congrès des chenilles, là, on leur dit. Allez à Cheneyville. Parce qu'eux autres, ils savent comment. Ils connaissent vos difficultés. Ils connaissent vos chenilles. Ils connaissent vos besoins. Mais vrai, Cheneyville, Pomme Perdue. Pomme Perdue, en fait, c'est une micro-cidrerie. C'est probablement l'une des plus petites cidreries au Canada. En fait, ils font environ 300 bouteilles, un peu plus que 300 bouteilles par année. C'est petit. C'est très petit. Bon, c'est quoi Pomme Perdue? En fait, eux autres n'ont pas de verger officiel. Eux autres, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cartographié la région de la Petite Nation. Ils ont identifié des sites où ils avaient des pommes sauvages. Des pommes qu'eux autres ont identifiées qui pouvaient être très bons pour la production de cidre. Oui, on parle de plus de 50 à 60 variétés de pommes sauvages. Et eux autres vont aller les cueillir. Ils vont faire leur jus, leur cidre. Pas de jus, juste cidre. On veut l'alcooliser. Bref, et qu'est-ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'eux autres travaillent seulement avec la levure naturelle des pommes. Donc, eux autres, il n'y a pas de levure commerciale. Beaucoup des cidreries dans la région et au Québec vont utiliser des levures commerciales. C'est très commun dans le monde des cidreries pour tuer la levure sur les pommes, pour retravailler et avoir un meilleur contrôle sur le processus. C'est ça. Travailler sur la levure naturelle, c'est plus compliqué. Ça prend beaucoup plus de temps. Ça prend certaines connaissances pour maîtriser ça. Et aussi, c'est une fermentation au froid. Ça prend environ 9 mois fermenter leur cidre. Pour ceux qui se connaissent dans le monde du cidre, ça prend environ 3 semaines à 1 mois et demi à 2 mois maximum faire un cidre. Là, on parle de 9 mois. Par conséquent, c'est un cidre, là, je peux te dire maintenant qui est absolument incroyable. Leur cidre sec a un goût sucré. Pourquoi? C'est les pommes sauvages qui donnent ce goût sucré-là. Mais encore bon en sucre. Pourquoi on en parle de ça? Ben, en fait, le Eden, en fait, c'est un très bon exemple de ça. En fait, eux autres, ils prennent le pommès, qui est le résidu de pomme. Je sais, c'est drôle, hein, le pommès. Même si je parle en français, c'est en fait le pommès. Ouais, on aurait tendance à penser que tu fais un autre franglicisme. Si seulement. En fait, pommès, en fait, c'est un peu drôle. On transforme une pomme, puis qu'est-ce qu'il nous reste? C'est du pommès. C'est très joyeux à l'enfant. C'est une très belle identité ici. En fait, le pommès, c'est le résidu de pomme après le pressage. Donc, on presse le jus, tout ce qui reste, la peau, l'acidité, tout ça, ça sort. Et ça, en fait, habituellement, on l'envoie à une ferme. Puis d'ailleurs, il y en a une quantité qui t'envoie quand même à une ferme parce que les chèvres adorent ça. C'est sucré, c'est très bon. Eh bien, il y a des microbrasseries qui sont un peu dit « Hey, on devrait peut-être faire quelque chose avec ça. » Eh bien, Gallicus Samy, qui est le propriétaire, a eu un petit coup d'émerveillement et en fait a commencé à parler avec les propriétaires de Pommes Perdues et finalement, on a décidé de faire une bière en collaboration, une fermentation avec du pommès en barrique de chêne. Et c'est ça qui donne Eden. Eden, en fait, c'est une bière cidre. C'est tellement doux. C'est tellement doux. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ouais. Ça se boit très bien. Avec une belle acidité. Ça reste sucré, ça reste acide. Ouais. C'est bon, mais tu sais, moi, souvent, une bière sucrée, j'aime pas ça.
D'ailleurs, j'en prends une petite gorgée tellement que c'est bon. T'es parce que... dû, là. T'as parlé beaucoup, là. Puis en plus, t'as parlé toute la journée parce que t'as fait une coupe de tours. On dirait une coupe de tours. une coupe de tour. On dirait une publicité pour Gallicus. C'est rafraîchissant. Mais pour de vrai, ça démontre en fait les microbrasseries, présentement, il y a une effervescence, mais aussi il y a un travail d'équipe en collaboration. En fait, la bière d'ici n'est pas faite par les microbrasseries, c'est une bière en collaboration. D'ailleurs, tu as une autre bière devant toi qui a été faite en partenariat avec un vignoble de la Petite Nation. On dirait une publicité de publication. On fait beaucoup de choses dans la Petite Nation. Ça fait beaucoup de publicité. Là, le vignoble Saint-Angélique. En fait, c'est un vignoble Saint-Angélique, mais Gallicus a aussi une autre bière qui est faite en partenariat avec les vignobles Les Collines à Loxville. Donc, ils vont prendre les morts de raisins, donc les raisins qui sont pressés. Pas les raisins qui en ont mort. Des fois, on se pose des questions. Mais bref, c'est ça. Donc, les pots, etc., on va le refermenter comme qu'on fait avec les pommes et ça va donner une bière assez intéressante aussi. Donc, bref, il y a une très belle collaboration présentement dans le monde des bières. Et d'ailleurs, on a aussi nos houblons qui viennent de l'Outaouais, du Pontiac. On a du malt qui est produit pas très loin. Donc, il y a beaucoup de microbrasseries présentement qui se tournent vers ce côté très local. Et nous, chez Aventure Outaouais, on tente de promouvoir ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on visite des microbrasseries qui sont en train de promouvoir ces éléments-là. Gallicus qui est pratiquement à 100% local. À la dérive, d'ailleurs, qui est en train d'utiliser beaucoup de... Ils viennent juste de créer une bière 100% Outaouais, avec du malt de moins de 100 km d'ici. 5e Baron aussi, d'ailleurs, qui ont beaucoup de bières avec des houblons locales, qui est d'ailleurs une microbrasserie très, très locale du Vieux-Elmer dont je suis né, natif. C'est dans ta cour, ça, le 5e Baron. Puis c'est aussi une des meilleures microbrasseries au Québec. Qui est très, très bon. On n'a rien envie au reste du Québec. On a de très bonnes microbrasseries. Donc, bref, notre Beer Tour, en fait, c'est ça. C'est d'amener les gens à les microbrasseries de coup de cœur. Mais pas juste les amener là pour boire, en fait. C'est toute une expérience. On vous amène en arrière-plan. On vous présente la production de bière. On parle de l'histoire de la bière, en fait. Parce que l'histoire de la bière en Outaouais, comme tu as vu avec Michel Prévost, elle est fort intéressante, tumultueuse. Il y a eu des petits événements, des petits coups de chaud. Dans la version rapide des événements, c'est effectivement le bon mot. Le bon mot. Tumultueux, c'est un bon mot. Mais bref, donc, moi, je pense que c'est important de venir découvrir ça, mais par des gens d'ici. Et ça, c'est intéressant. En fait, comme vous allez faire un tour de bière, c'est des gens, c'est nous, on est des guides d'ici, on est des guides de Gatineau. C'est moi, d'ailleurs, qui va être votre guide pour ce tour-là. Et je vous amène à l'intérieur. On va rencontrer certains propriétaires, on va aller en arrière-plan, on va parler de ça. Et vous allez voir, c'est toute une soirée qui vous réserve. Et je pense que ça présente bien l'Outaouais, parce que l'Outaouais, c'est une collaboration. Qu'on soit dans le vieux Elmer, puis on voit les chocolats de Béatrice Chocolat vendus chez William Walters, ou qu'on voit les saucisses de William Walters cuits au 5e Baron lors Open Mic, ou qu'on voit les microbrasseries vendues chez VR82 alors qu'on fait du lancer de dash, qu'on voit Sandra chez Rapido à Elmer en train de faire des collaborations, parler entre autres de nos meilleures entreprises chez la radio. C'est ça l'Outaouais, c'est un entraide, c'est un partage, c'est une collaboration. Puis c'est pour ça que je dis toujours aux gens, venez en Outaouais. Pourquoi? Parce que l'Outaouais, si je devais décrire l'Outaouais par quelques mots, je vais essayer de voir combien de mots je peux utiliser. Ça serait l'ouverture. Pourquoi l'ouverture? Mettons que vous allez dans les cantons de l'Est. J'ai rien contre les cantons de l'Est. Il y a plus de 30 de vignobles. C'est une très, très belle région avec des montagnes extraordinaires, des parcs nationaux extraordinaires. Mais quand vous allez au vignoble, vous allez vous asseoir et il y a un serveur qui va venir vous servir. C'est tout. Vous allez boire votre vin. Il n'y a rien de mauvais, là. Vous allez boire votre vin. Il y a un endroit très idyllique. Puis vous allez apprendre un peu. Mais bref, c'est tout. Je vous mets au défi. Allez dans n'importe quel vignoble de l'Outaouais. Probablement 99% du temps, tu vas être servi par le propriétaire. Sinon, pas par quelqu'un de membre de la famille. Venez faire un tour de vignoble avec nous autres. Vous allez passer 1 heure avec le propriétaire. C'est pas un serveur qui va vous faire le tour, c'est le propriétaire. Allez dans une ferme locale. Je vous garantis, ils vont être plus que contents de vous ouvrir la porte. Évidemment, il faut toujours faire des appels avant. On ne peut pas non plus arriver chez eux à 8 h le soir, mais bref, ils seront toujours heureux de vous ouvrir la porte. C'est ça, l'Outaouais. Moi, je suis toujours à la blague. L'Outaouais, on n'est pas du monde d'affaires. C'est pas parce que c'est pas une critique, en fait. C'est pas pour dire qu'on ne sait pas runner nos business. Ça veut pas dire qu'on n'est pas bon en économie. Ça veut pas dire, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est vous allez visiter une boutique, comme j'ai visité à plusieurs reprises, et le propriétaire va vous parler pendant 2 heures de temps. Et il va même pas essayer de vous vendre quelque chose. Ça se peut que vous achetiez quelque chose. Hey, comment ça va, toi? Parle-moi de ton enfance. Comment va la famille? Non, mais pour de vrai, écoute, tu sais, j'en ris, là, mais un des meilleures expériences que j'ai jamais eues, c'était avec Scott
Scott Judd du Petit Charret Rouge. Moi, j'ai rencontré Scott quand j'étais influenceur, créateur de contenu, mettons. J'aime pas le mot influenceur. Quand je créais du contenu sur la route des vins. Et je me suis assis avec Scott, puis Scott savait même pas que je m'en venais d'ailleurs. On n'avait pas rien planifié que ça. On s'est assis ensemble juste pour boire un verre de vin. Finalement, c'était 4 heures plus tard, on avait tous les deux un coup de soleil, puis on avait plus qu'un verre de vin. Bref, on a parlé, on a échangé, et c'est ça qui est beau de l'Outaouais, c'est cette proximité-là, et c'est ça que j'ai essayé de créer avec Aventure Outaouais, c'est justement de donner aux gens l'opportunité d'échanger avec les propriétaires, de rencontrer ces gens-là, et c'est ça qui est fun. Mais là, ce que tu me dis, c'est qu'il y a beaucoup de choses à voir dans l'Outaouais. Il y a un barbecue caché dans la forêt, puis il y a des sacrées bonnes bières à tester. Clairement, visiter le parc de la Gatineau, ça ne sera pas suffisant pour ceux qui ont fait la randonnée jusqu'à la fin de notre épisode. Fait que vous comprenez bien que si vous voulez visiter dans le coin, si vous êtes dans le coin, si vous êtes dans un autre coin, s'il y a un coin qui vous amène ici, peu importe dans quel coin vous vous trouvez, passez par le parc de la Gatineau, allez voir un peu Aventure Outaouais, faites un tour ou 2 ou 3, le nombre n'est pas important, qui garde le compte. Puis surtout, dites bonjour à Brandon Bolduc qui nous a donné une bonne heure pour le temps d'une bière. Et aussi, puisqu'on est rendu là, si vous avez aimé notre contenu, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like, ça peut nous aider, ça va aider pour l'algorithme. Et surtout, écrivez-nous, suggérez-nous du contenu. Moi, je suis toujours intéressé d'avoir des questions qui me font un peu creuser dans ma propre cervelle pour trouver des nouveaux sujets, comme pourquoi est-ce que Freud a commencé à consommer de la cocaïne, puis tout d'un coup, il est devenu la première personne au monde à suggérer de la cocaïne à ses patients. Bref, c'est le temps d'une bière.